De la Tour Eiffel d'un côté, à l'Arc de Triomphe de l'autre, jusqu'au Parc des Princes à l'autre bout. Voici le 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus huppés de Paris. L'arrondissement bon chic bon genre par excellence. Un territoire de 5 km² qui concentre la bourgeoisie installée et la jeunesse dorée de Paris. Immeubles de standing et hôtels particuliers, a priori un arrondissement tranquille et bien sous tout rapport. Mais ce petit coin de paradis n'est pas si paisible qu'il en a l'air. 1h du matin. Les policiers du commissariat viennent d'être appelés pour une bagarre dans le quartier. Départ en trombe de la brigade de proximité. Pas une minute à perdre pour les lieutenants Olivier Géron et Karine Technay, coéquipiers mais aussi vrai couple dans le civil. À l'arrière, le 3e homme d'équipage. Hauteur du 14. 14 Boulainvilliers. Agression sur Ouais, deux bac jeunes 16, filles en cours. TN16 de tel Victor 16, on est également dans le coin. Allez, c'est parti, du bleu. Le lieu de l'agression n'est qu'à quelques rues du Central 16. Mais soudain, un véhicule déboule en sens interdit. C'est là, hein, c'est le secteur. Hein. Olivier et Karine pensent que c'est une voiture de police. C'est qu'il y a contresens là. Ah, c'est chez nous ça. Qui là? C'est toi en diagonale. Mais surprise, c'est un puissant 4x4 qui leur fonce dessus. Putain, merde, le bourg. On descend, on remonte. Repars. Elle peut pas nous faire signe. Du bleu. Le bleu. Et du bleu. Le véhicule prend la fuite et manque d'écraser 2 piétons. Elle remonte. Ok. Restez là. Reste au téléphone. Ça repart vers Henri Martin. Karine flaire le vol de voiture avec violence. TN16. On appelle cela le carjacking. Ouais, l'affaire de rue Greuze, ça redescend vers Henri Martin. Je sais pas, c'est pas un carjacking. Henri Martin. C'est un Cayenne. 100 km/h dans les rues tranquilles du 16e. Après quelques minutes, 2 autres voitures de police ont rejoint la poursuite. Ouais, c'est lui, bac 16, c'est lui. Intercept, on arrive. Une équipe de la BAC 16, la brigade anticriminalité, semble avoir bloqué le 4x4 à un carrefour. Sous leurs yeux, le chauffeur remet les gaz et percute un taxi parisien au passage. C'est parti. C'est parti pour une deuxième course-poursuite. Les policiers ont tout juste eu le temps d'apercevoir le conducteur et un passager. On laisse tous les deux bleus, vous attachez derrière. Vous attachez. Parce que le mec il est barge quoi. Oh putain. On a bien fait de pas être devant, ça faisait exploser la gueule sinon. Sur la 41. Ça remonte sur pompe. Avenue Henri Martin, rue de la Pompe, le fuyard s'offre un rodéo sauvage dans quelques-unes des rues les plus chics de la capitale. Remonte par la gauche. Non, on est où là? On descend en maison, Radio France. Impossible avoir l'immatriculation. Le mec il prend tous les risques. Je descends au niveau de Boulainvilliers. Putain, bouge ta tête. Pousse-toi. Pour Karine, mauvaise nouvelle à la radio. Les fuyards ont réussi à fausser compagnie aux policiers. Ouais, ok, bon, mais j'essaie de me rapprocher du secteur. À quelques secondes près, ils arrivent trop tard. C'est la Cayenne, celle qui a été tirée, merde. Donc tu restes sur place. Ok. Au milieu de la rue, le 4x4 abandonné. Un couple aurait pris la fuite selon les premiers témoins. Vous avez vu les gens? Ils sont partis, c'est un couple, ils sont partis clairement au courant. Monsieur Brun aux cheveux courts. Monsieur Brun aux cheveux courts et une dame blonde. Ça s'est tiré où? Il faut maintenant poursuivre au pas de course. Une chasse à l'homme s'organise au milieu des hôtels particuliers et des immeubles cossus. Détour, c'est pas grave. Retourne au secteur. Une Bon, blonde. on cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Une blonde apparemment. Un talon. Blanc à talon et un mec en noir. L'homme en noir, le conducteur, est finalement interpellé quelques rues plus loin. La femme blonde, elle, s'est volatilisée. J'ai entendu 2 individus interpellés. Moi, j'en suis qu'à un individu. Vous me confirmez 2 individus, Z? Pour l'instant, c'est pas trop si c'est un vol de véhicule ou si c'est un différend qui a mal tourné. Puis le mec, quand il a vu qu'on était derrière et qu'il était bourré, là, il a tout pris prendre la fuite. Donc, il y a l'accident qu'on a eu tout à l'heure, ils ont plafonné un taxi. Et après, il a fini juste ici, il a repercuté un collègue de la BAC. Mais bon, ça a l'air sans trop de gravité. Aucun blessé, un petit miracle. Car 8 véhicules ont été percutés dans la folle poursuite.
Des milliers d'euros de dégâts, des dizaines de témoins. Les habitants du quartier n'en reviennent pas. On aurait pu mourir, on n'est pas mort. Donc Ah oui, bon. on commence bien l'année. Voilà, on a traversé le carrefour, il est tombé dessus. Enfin, et tout d'un coup, ma femme me dit ah, moi, je regardais pas le feu vert. Le chauffard dit ne se rappeler de rien, malgré l'insistance d'Olivier. Un officier, monsieur, devant vous, là. C'est moi que vous avez foncé sur moi avec la Mégane blanche, monsieur. Pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas, monsieur. Parce que là... Ouais, ça se voit un petit peu. Monsieur, vous avez fait nous percuter, on est arrivé droit devant vous. Sur vous prenez tout à contresens, vous êtes complètement cinglé, quoi. La fille qui était avec vous, c'est qui, monsieur? C'est votre femme, quoi. Non, parce qu'on la trouve pas, elle est peut-être blessée, donc on aimerait bien la retrouver, quoi. Vous la connaissez ou pas? Non? Vous l'avez rencontrée où? Bien, mais c'est une fille que vous avez trouvée comme ça, c'est pas votre femme. Non, mais c'est vu, elle avait les cheveux longs, D'accord, mais on peut pas trop parler avec vous, monsieur. Oui, c'est impossible. Les analyses révéleront un taux élevé d'alcool et de cocaïne dans son sang. Il apparaîtra aussi que le 4x4 avait été volé quelques jours plus tôt. L'homme interpellé a été placé en détention provisoire et mis en examen pour recel de vol et mise en danger de la vie d'autrui. Des affaires comme celle-ci, c'est presque la routine pour Karine et Olivier, le couple de policiers des beaux quartiers. Nous, l'essentiel, c'est qu'on ramène tout le monde à la maison, qu'il n'y ait pas de casse et tout va bien, c'est le principal, quoi. Depuis qu'il est policier dans le 16e arrondissement, Olivier a découvert une délinquance bien particulière au quartier chic. Ici, les rodéos se font en voiture de luxe. Et les cambriolages se chiffrent en millions d'euros. Car les villas de milliardaires, de grands patrons et de stars du showbiz attisent toutes les convoitises. Voleurs de tout poil rivalisent d'imagination pour dévaliser la belle société et les boutiques de luxe. Les riches habitants d'Auteuil ou Passy sont la cible du racket et des escroqueries en tout genre. Une criminalité à part, dans un monde à part. Pour explorer l'envers du décor, nous avons suivi pendant plusieurs mois les policiers des beaux quartiers. Jaguar, modèle ignoré. Olivier, 31 ans, un lieutenant du groupe de soutien à la police de proximité. Nous découvrirons avec lui les petits trafics de drogue de la jeunesse dorée. Oui, il présente bien, etc. Il part en soirée, il est dans la finance, il prend un petit peu de coke parce que c'est le week-end. Pour eux, c'est rien, c'est pas sûr que là, il allait les repartir tranquillement. Bouge pas. Il nous emmènera aussi dans ses opérations les plus chaudes. Interpeller les hooligans au Parc des Princes pour éviter qu'ils ne viennent tout casser dans le sud du 16e arrondissement. Et là, ils sont tous en train de se mettre dessus, les mobiles ont déjà gazé, donc c'est un peu tendu, quoi. Et moi, j'arrive avec tout le matériel pour équiper les collègues. Pour les affaires pas comme les autres, il y a Hervé et Karim, deux enquêteurs du groupe de recherche et d'investigation. Oui, je te bouge pas. Qu'est-ce que tu foutais là? Avec eux, plongés dans les dessous chics de la capitale. Sexe, drogue et extorsion de fonds. À leur côté, nous vivrons l'arrestation d'un étrange réseau de prostituées gays qui terrorise les riches homosexuels du 16e. C'est à qui? C'est à ta copine? C'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? Mais voilà, c'est ce qu'on cherche depuis le départ. Enfin, nous suivrons Claude, un pilier de la BAC depuis 26 ans. De filature en interpellation musclée, il nous emmènera sur les traces d'étonnants cambrioleurs. Il nous fera aussi découvrir un mystérieux gang de voleurs mongols. Ils ne viennent pas comme ça de Mongolie, par avion ou à bateau, tout seul, quoi. Il y a des gens qui les mettent au travail. Voilà. Midi, au commissariat du 16e arrondissement. Prise de service pour Olivier, 31 ans, originaire d'Annecy, et sa compagne bordelaise Karine, 37 ans. C'est le travail qui les a réunis. Pour eux, la course aux voleurs, c'est une histoire de famille. Je récupère mon gars. Aujourd'hui, c'est elle, hein, c'est la patronne aujourd'hui. Au boulot ou à la maison? C'est vrai que certains n'aiment pas travailler directement avec leur femme, mais nous, ça ne nous pose pas de problème. Ça fait 1 an et demi que c'est comme ça. Donc c'est vrai qu'après, il faut vraiment faire la séparation entre le boulot et la maison, mais on ne peut pas s'empêcher. On n'y arrive pas. Dis-toi
Mais ça se passe, franchement, ça se passe super bien. Puis c'est complémentaire, ça permet de rapprocher, de régler les problèmes en direct. Et après, ça se règle à la maison. Depuis qu'ils sont en poste dans le 16e, Olivier et Karine se frottent tous les jours à la bourgeoisie et aux grandes fortunes. Ici, le moindre contrôle routier peut virer à la lutte des classes. C'est le cas cet après-midi, porte Dauphine. Bon, allez, petits jeunes, là, on prend des voitures. Allez, que de la berline, du gros, du lourd. Comme tous les jours, un défilé de grosses cylindrées et de conducteurs impatients. Bonjour monsieur, police nationale, vous coupez le contact s'il vous plaît, contrôle de la route. J'aimerais savoir si vous avez le droit. Bah oui monsieur, article R233 du code de la route, afin de vérifier si vous êtes titulaire du permis de conduire, de l'assurance et de la carte grise. Oui, ce serait mieux que vous occupiez d'autres gens, que les gens qui viennent du boulot et qui sont... Oh, baissez d'un ton monsieur. Je suis pas content. On a aussi un prototype de client du 16 qui pense connaître les lois, etc. Mais en fait, ils y connaissent rien du tout. Bon, on est aux frontières de l'outrage. Donc après, bon, ça à nous de calmer le jeu, parce que sinon, c'est vrai qu'on ramènerait vraiment beaucoup de monde. Et il y a pire encore. Olivier vient d'être appelé à quelques rues de là pour raisonner un chauffeur récalcitrant. L'homme s'est enfermé dans sa voiture pour éviter la fourrière. Bonjour monsieur, lieutenant Géron du 16e arrondissement. Donc je vous explique un petit peu, là vous êtes dans la pure illégalité en train de commettre un délit qui est passible d'une peine de prison. Bon, en l'occurrence monsieur, votre véhicule est levé, donc il y a une mesure qui a été prise. Alors il est levé et je paye le... Non, monsieur. Allez, c'est bon, on tient la main. Voilà. On ouvre la porte, Pauline, ouvre la porte. Vous évitez tout de suite d'ouvrir les portes. Non mais monsieur, là on fait ce qu'on veut là maintenant, je peux me casser les vitres si j'ai envie. Alors arrêtez, je vais ouvrir la porte. Voilà, vous ouvrez. Non, je vous tiens la main juste pour ouvrir, c'est tout. Vous ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Mais sortir, vous me prenez pour un délinquant quoi. Lâchez-moi. Je sais bien, monsieur, je sais que vous êtes un travailleur. Vous ne croyez pas? Non, je vous vous crois. donne ma parole que j'ouvre la porte. D'accord, j'ai votre parole, je vous laisse. Ok. Voilà. Donc vous descendez du véhicule. Il n'y a pas besoin d'être... Maintenant, vous réglez la mise en fourrière et c'est bon. Finalement, le chauffeur échappe à la mise en fourrière en payant sur le champ 135 € d'amende. Je trouve ça scandaleux, c'est un scandale, je suis pas d'accord. Bon, je suis pas d'accord. Mauvaise humeur, mauvaise foi et un certain mépris pour la police. C'est le quotidien des policiers de l'Ouest parisien. Ils vont prendre l'assurance parce qu'ils ont de l'argent et c'est des gens qui sont habitués à diriger des entreprises, qui sont habitués à avoir de l'argent, donc ils ont ce qu'ils veulent. C'est vrai que nous on a l'épine dans le pied parce qu'ils ont pas de... Ils essaient d'avoir de l'emprise sur nous mais ils en ont pas. Un PDG qui a 1500 personnes, qui peut lourder du jour au lendemain, oui, il va se prendre 35 € parce qu'il est mal garé, il a du mal à comprendre. Là. C'est pas dans sa logique. Les chauffeurs récalcitrants, ce n'est pas la seule spécialité des quartiers riches. Lorsque les policiers du 16e sont appelés, une fois sur deux, c'est pour un vol. Sac à main arraché ou adolescents de bonne famille rackettés en pleine rue. « 18h. C'est bientôt la fin de service pour Olivier et Karine. Une agression vient d'être signalée avenue Mozart. Un garçon d'une quinzaine d'années a été menacé par un homme armé d'un couteau. Et il en tremble encore. Il te menace comment? On a mis comme ça, en travers. D'accord. Il a plaqué le couteau sur la gorge et il m'a demandé si j'avais de la thune ou des trucs comme ça. J'ai dit non, donc il s'est barré, il m'a dit casse-toi. Voilà. Donc après, un peu quand même, ouais. C'est la première fois que ça m'arrive, donc avec un couteau. Vas-y, recule tout droit. Le couple de policiers se lance à la recherche de l'homme au couteau. Il porterait une chapka, un chapeau russe facilement reconnaissable. D'accord, donc on a juste un individu africain et il n'y a pas de direction de fuite. Direction Mozart, d'accord. Bon, nous sur le secteur, on cherche, puis dès qu'on a les infos de la Bravo, on tourne quoi. Suspense de courte durée. Après 10 minutes de recherche, l'équipe d'Olivier vient de repérer l'homme au chapeau. Bonjour monsieur, sortez les mains des poches. Sortez les mains des poches. Fais une petite pulpe. T'as un couteau? T'as un couteau? C'est ça là? C'est ça, ouais c'est bon. Tu bouges pas, tu le pinces Geoffrey, tu le pinces. Bon maintenant tu peux nous le dire. De toute façon il n'y a que toi qui as ça sur la tête, un blouson, tu corresponds et t'as le couteau. Aujourd'hui là? Aujourd'hui c'est vraiment... Bah voilà, je suis d'accord. t'habites où toi? J'ai rien pris chef. Bah oui, on sait bien que t'as rien pris parce que tu t'es barré. Ouais c'est lui, il reconnaît les faits, c'est bon. Il sera mis en examen pour extorsion sous menace d'une arme blanche. Hein? J'aurai le droit de sortir quand? Ah bah ça c'est pas moi qui décide, bonhomme. Hein. C'est l'une des 10 interpellations effectuées chaque jour par Olivier et ses collègues du Central 16. Tu restes là, tu bouges pas, ok? T'as le couteau, l'autre? Vous allez prendre le papa et la victime. En fait, ils se promènent avec ça pour inquiéter les gamins. Pour information, l'individu reconnaît avoir racketté sur vous. Pour Olivier, ce n'est pas un hasard si les jeunes du 16e sont régulièrement rackettés. Bah voilà, ici vous avez les parents, ils leur achètent des fringues de marque.
Et vous avez toujours un petit peu de liquide sur eux, donc c'est vrai que les jeunes qui viennent des banlieues le savent, donc ils viennent traîner ici, il y a toujours un bon coup à faire. Donc c'est vrai, c'est des victimes faciles, c'est de l'argent facile, il n'y a aucune résistance, c'est du caviar pour eux. De beaux vêtements, de luxueuses voitures et de somptueux hôtels particuliers. De quoi tenter les voleurs de toute la région parisienne, mais aussi de toute l'Europe. Notamment les cambrioleurs. Ils ont fait du 16e l'une de leurs destinations favorites. Lutter contre les cambriolages, c'est l'une des missions principales de Pascal Zanelli, un des chefs de la BAC du 16e arrondissement. Départ en urgence, une patrouille vient de surprendre des cambrioleurs en flagrant délit. Et un de ces hommes est blessé. TP Bac 16 de TJ. En fin de compte, ils sont intervenus sur une alarme intrusion apparemment. C'est-à-dire 2 individus qui étaient en train de casser un appartement. Donc ils sont arrivés face à ces individus et ils les ont poursuivis, ils ont réussi à en interpeller un et le deuxième est en fuite, on ne sait pas où là donc. Direction une rue discrète, à 2 pas de l'église d'Auteuil. Monte avec nous. Où est-ce qu'ils ont cassé? On n'a pas été, on les voit sortir, on arrive à peine. Claude, depuis 26 ans à la BAC. Pour se défendre, ce policier de la brigade anticriminalité vient de se battre avec un cambrioleur, sans parvenir à l'arrêter. Et dans la bagarre, il s'est blessé aux mains. C'est pour éviter que ça saigne et que j'en fouille partout, quoi. C'est que ça. T'es tombé au sol, toi, c'est ça? Non, c'est le châtaignon. Ah oui, oui. Et puis il se débat. Je pense pas que... Je peux pas le pincer. Il a des gants épais. Je peux pas passer les menottes. Alors comme ça, dans la voiture, les gants dans le vide. Et moi, j'aligne comme ça. Et après, il réussit à se lever. Et puis, je peux plus, quoi. J'aligne. C'est bien, un interpellé, c'est bien. J'ai les bouts, là. C'est la radio. Claude, il y en a un interpellé, c'est bien déjà. Où est-ce que ça a cassé? Ah d'accord, donc ils ont escaladé par là. Les casseurs ont choisi une résidence tranquille qui donne sur un jardin privé. Ah ouais, c'est vrai que là c'est hyper tranquille pour casser. Hein. Dans l'obscurité comme ça... Même au premier étage, il faut fermer les volets, quoi. Une précaution que n'avait pas prise la propriétaire. C'est cette femme de dos, elle tient à rester anonyme. Prévenue par la police, pour elle, c'est le choc. Faites quoi dans la vie, madame? Vous avez des dossiers sensibles chez vous? Non, du tout. D'accord. Et je n'ai aucun appareil, genre ordinateur, j'ai tout dans mon bureau. D'accord, très bien. Pas besoin de déconnecter l'alarme. Ne touchez rien. C'est déjà fait. C'est une alarme silencieuse ou c'est... Ils l'ont déconnecté, il y avait une boule ici. D'accord. Donc ils ont décollé... Non, mais c'est normal. C'est pas possible. C'est normal. L'alarme était là, donc là-bas, elle était fixée en haut. C'est ça? Donc ils l'ont sectionné, ils l'ont neutralisé. Mais heureusement qu'il y a une télésurveillance. Donc il y a un relais. Voilà. C'est celle-ci, voilà. Ils sont rentrés par derrière. Voilà. Ouais. Ah, c'est ça, hein? Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils ont pris? C'est des vieilles fenêtres, ça, et en fait, il suffit de pousser par à coup. Et comme c'est des vis qui sont dans du vieux bois, ça a pété. Presque rien n'a été touché. Pour Pascal, pas de doute. Ceux qui ont pénétré ici sont des professionnels. Et ils cherchaient quelque chose de très précis. Ils ont bien ouvert là. Et évidemment, ils ont pris la boîte avec les bijoux. Ils m'ont pris une boîte avec mes bijoux de valeur là. D'accord. Ils ont vidé. Ils ont bien eu le temps d'ouvrir tout. Hein. Ils ont pris les bijoux, c'est sûr, hein, d'après ce que je vois. Bon, apparemment, ce sont des professionnels, hein, ils font que ça. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre? De l'argent ou des bijoux, c'est tout? Oui, ce qui est facilement transportable. Hein. Valeur du butin, près de 10 000 €. Mais les bijoux volatilisés vont être aussitôt retrouvés. Surpris par les policiers, dans leur fuite, les 2 cambrioleurs se sont débarrassés de leur butin dans le caniveau. Au commissariat, c'est l'heure de l'inventaire. Ça, c'est également à vous, hein, tout ça. Ouais, ça a de la valeur? Ça, oui, Soulagement pour la propriétaire des bijoux. Ne manque que 2 bagues en or. Valeur 500 €. Oui, mes petites médailles de vierge. Oui, tout ça. Ils ont paniqué, ils ont lâché. Mais bon, dans la Sainte Vierge, merci. Je vais pas arrêter de prier. Le voleur interpellé a une trentaine d'années. Originaire d'Europe de l'Est, il a déjà été condamné pour cambriolage et il sort tout juste de prison. Lui, il est macédonien. Voilà. Alors l'autre, on ne sait pas. Ce sont des gens des pays de l'Est, donc celui qui est interpellé a une fiche active de recherche pour être reconduit à la frontière. Menacé d'expulsion, l'homme choisit de nier en bloc. Il affirme aussi ne rien connaître de son complice présumé. Ils vous ont vu sortir par une porte qui donne sur le jardin de l'adresse que je vous ai donnée. Comment vous l'expliquez ça si vous n'êtes pas rentré? Vous dites que vous n'êtes pas rentré?
Alors, qui est votre ami? Qu'est-ce que vous savez sur lui? Qui s'appelle Alex? Oui. Vous savez autre chose de lui? Il habite dans les hôtels, parfois, chez ses amis. Depuis quand vous le connaissez? Ça fait peut-être plus de 3 semaines. Ce soir, le préjudice est minime. Mais dans le 16e arrondissement, certains cambriolages peuvent battre des records. Rares sont les victimes qui acceptent de témoigner. Alice est la seule à nous avoir ouvert les portes de son luxueux appartement au cœur de l'arrondissement. À l'intérieur, des œuvres d'art, des tableaux, des antiquités, des collections de vases, de statues anciennes et de poupées accumulées pendant toute sa vie. Il y a quelques jours, une bonne partie de son trésor a disparu. Cette riche retraitée s'est fait dérober une fortune, près de 450 000 €. Là, c'est le coffre dans lequel il y avait toute ma ménagère. Il devait y avoir, je sais pas, 15 à 17 kilos. Hein. Tout est parti. C'est rempli d'argenterie? Tout est rempli. C'était un service qui était rarissime. Enfin, pour moi, je trouvais qu'il était rarissime parce qu'il était très joli et ancien, voilà. Eh bien, voilà, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus qu'à essayer de passer le stress et de... Voilà. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que en plus, c'est cette insécurité qui vous matraque. Alice est encore effrayée par son cambriolage. Un scénario incroyable, digne d'un film policier. Elle est dans sa cuisine lorsque les voleurs s'introduisent chez elle. C'est la fin d'après-midi. J'étais, moi, ici, en train de faire ma popote, si on peut dire, et ma soeur qui était en train d'écouter ses annonces de téléphone. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de sa vaste maison, les cambrioleurs font des allers-retours entre les salons et le jardin. En moins d'une demi-heure, ils emportent des dizaines d'objets. Oui, il y a un barreau là qui manque là-bas. Et ici, il y a un écartement là. Ma sœur, donc, elle sort, elle voit deux types avec des sacs qui passent par ici. Alors, elle dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Le type, évidemment, il y en a un qui a sauté par-dessus, et il y en avait un qui s'était caché là. Qui faisait, alors elle dit, dans le noir, je voyais juste ses yeux. Bon, alors, qu'est-ce que vous fichez là? Alors là, à ce moment-là, lui, c'est là qu'il avait les deux sacs de poupées. Il a quand même sauté, et il a fait tomber un sac. D'ailleurs, j'ai une poupée, évidemment, qui s'est cassée au niveau de la tête. Et ma sœur, elle rentre, elle était blanche comme une menthe, elle dit non, elle dit c'est des voleurs, elle dit ils ont cassé de la vaisselle. Les casseurs réussissent à s'enfuir avec leur butin. Un véritable drame pour Alice, car elle n'est pas assurée. Et depuis cette malheureuse aventure, elle est traumatisée. Le soir, par exemple, quand d'habitude, j'allais laisser la porte entrebâillée, j'allais faire le pipi au chien, etc. Maintenant, on sort un petit peu, on rentre. Bon, s'ils pouvaient faire ça dans la cour, ça serait encore mieux, quoi. Parce que j'ai le moindre bruit, je suis toujours en train de regarder qu'est-ce qui se passe là-bas. Moi qui n'étais pas peureuse, maintenant, je reconnais que je navigue beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. C'est comme ça. On peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Les voleurs d'Alice courent toujours. C'est comme ça. Derrière les façades du 16e arrondissement, 748 cambriolages ont été commis l'an dernier, une moyenne de 2 par jour. Du coup, les riches propriétaires ont tendance à se barricader dans des enclaves privées au cœur du 16e arrondissement. On appelle cela des villas. La plus célèbre, c'est la villa Montmorency, une quinzaine de rues interdites au public, une petite centaine de maisons sous haute protection. C'est ici qu'habitent les grands patrons, Vincent Bolloré ou Arnaud Lagardère. Les chanteuses, Mylène Farmer ou encore Rika Zaraï, propriétaire d'un petit château dans cette réserve pour stars et milliardaires. Sa voisine n'est autre que Céline Dion. La Canadienne vient d'investir dans une somptueuse demeure à 47 millions d'euros. C'est aussi dans cette partie du 16e que Carla Bruni possède ses appartements privés. Ce décor de rêve, c'est le lieu de travail d'Olivier,
le lieutenant du groupe de soutien à la police de proximité. C'est que des maisons individuelles comme ça. Alors. Bon, c'est un truc en province, ça serait une maison de notable, petite maison bourgeoise, mais à Paris, ça n'a pas de prix. Moi, je trouve vraiment agréable de travailler dans un quartier qui est joli, c'est beau, voilà, c'est pas des halls d'immeubles avec des boîtes aux lettres pétées, de la pisse partout dans les coins. C'est agréable. Même s'il se passe les pires choses dans les appartements, c'est quand même le cadre est sympathique. Chaque matin, pour rejoindre le commissariat, il passe par l'avenue Foch, la plus large de Paris, 100 mètres entre les deux rangées d'immeubles. Ici, le mètre carré peut atteindre les 20 000 €. Une concentration d'habitants fortunés, mais pas seulement. On a quelques prostituées au travail sur l'arrondissement. Donc voici par exemple madame qui est juste derrière moi. Donc on les fait régulièrement pour racolage. Donc là c'est partie des traditions entre guillemets de l'avenue Foch. Donc c'est des prostituées de luxe. Donc elles sont dans leur petite voiture, elles restent là, les passes se font jamais dans la rue bien évidemment. Il y en a beaucoup qui ont même des appartements sur Foch ou sur Grande Armée, donc juste à côté. Et c'est une clientèle très aisée. La prostitution dans le 16e arrondissement est surtout due à la présence du bois de Boulogne. Poumon de la capitale, avec ses 845 hectares de verdure. Deux lacs, une grande cascade, des restaurants parmi les plus sélects de France. Un hippodrome et un polo-club, un havre de paix en plein Paris parsemé de coins interdits. Olivier les connaît tous. Voilà, on a la chance de travailler dans un milieu champêtre et boisé. Ça, c'est le gros avantage. C'est boisé. Ce matin, il ne fait pas équipe avec sa compagne Karine. Il a rendez-vous avec d'autres femmes au fond du bois. Donc là, en fait, là, c'est la zone où de nuit, il y a le plus grand nombre de prostituées sur le bois. On appelle ça le carré magique. Donc en fait, il y a entre 25 et 30 filles qui travaillent ici en soirée. Et la journée, elles se cachent un petit peu plus au fond du bois pour que les clients soient tranquilles. Donc on peut voir partout, par terre, c'est jonché de détritus de préservatifs, enfin vous avez un peu tout ce qu'on veut, quoi. Donc comme on le voit, tous les gens qui se promènent dans le bois, à ce niveau-là, c'est uniquement des hommes seuls, on va dire. Voilà. C'est pas ici que viennent se promener les familles, faire du vélo et faire les promenades dominicales, quoi. La prostitution n'est pas illégale. Les policiers veillent surtout à ce qu'elle se déroule dans les moins mauvaises conditions possibles. Donc il est 16h, c'est comme du papier à musique, c'est l'heure d'embauche, ça arrive en face. L'objectif d'Olivier, c'est de lutter contre la délinquance annexe, comme le trafic de drogue ou les violences. Et il s'est fait des alliés. Mais t'es toute seule ce soir? Tu travailles toute seule? Mais non, c'est là. Ah bah oui, on connaît. Peut-être lui rappeler où elle travaille. Elle nous amène pas mal d'informations sur tout ce qui se passe au niveau petit trafic dans le bois de Boulogne. On a aussi de la fausse monnaie, des agressions, des vols, des vols violences, du proxénétisme. Donc c'est vrai qu'on discute fréquemment avec elle pour avoir un petit peu d'informations. Donc là, pour l'instant, ça a l'air d'innocente promeneuse dans le bois de Boulogne. Mais bon, on se connaît tous. Le lieutenant connaît les 150 hommes et femmes qui investissent le bois chaque nuit. Prostituées, travestis et même exhibitionnistes. Comme dans cette rue où des hommes se masturbent en public. Ils sont une nuisance, mais pas un problème majeur pour la sécurité des beaux quartiers. Ce qui inquiète les policiers, ce sont surtout les nouvelles formes de prostitution qui se développent sur Internet. Depuis quelques mois, les membres du GRI, le groupe de recherche et d'investigation, ont été alertés d'une nouvelle forme de délinquance, à mi-chemin entre la prostitution et l'extorsion de fonds. Karim et Hervé sont sur la piste d'un homme mystérieux qui écume les sites de rencontres gays pour extorquer de l'argent à de riches homosexuels du 16e. De lui, ils ne connaissent que sa fiche de contact internet. L'homme dit avoir 27 ans, mesurer 1,86 m et se décrit comme exigeant, généreux et tenace. Pour séduire ses victimes, il se dit ouvert à une rencontre coquine. Mais elle ne se déroule jamais comme promis par l'annonce. Il n'y a pas systématiquement de relations sexuelles. Il a rendez-vous avec les victimes et il les menace directement pour avoir l'argent. Celui de ce matin, il était sur le point de le faire. Il a envoyé la douche. Et il l'a envoyé à la douche, mais après il n'a rien fait et il a obtenu ses 600 €. Ces victimes ont toujours le même profil. Des hommes de 40 à 70 ans, de préférence seuls et riches. J'ai hôtelier, ancien chirurgien et ancien courtier, je crois. Ancien courtier. À mon avis, il doit les juger très très rapidement et savoir que c'est des pigeons potentiels. Voilà.
Et là, c'est le cas, parce qu'à chaque fois, c'est un coup de fil, c'est direct dans la chambre, voilà, pour une prestation sexuelle. Donc, il n'y a même pas à chercher à comprendre, quoi. Donc, ils savent qu'en général, la plupart des personnes âgées qui fréquentent ces sites-là, c'est purement pour l'acte sexuel. Bonjour, monsieur. Déjà 2 plaintes déposées. Ce matin, Karim reçoit une 3e victime. Un chef d'entreprise d'une 50aine d'années, encore traumatisé par sa mauvaise rencontre. Il commence à me montrer son poing. J'ai senti qu'il était très décidé, une agressivité froide. Et c'est lui qui a pris l'argent ou il vous a obligé à le remettre? Ah, il a obligé, ça a duré très longtemps. Hein. Il vous a grippé? Ah oui, ça j'ai bien vu. Il vous a bousculé? Il m'a bousculé, parce que j'ai même commencé à ouvrir la fenêtre à crier. Bon, et c'est lui qui s'est servi ou c'est lui? Non, parce que c'était dans une boîte de médicaments. D'accord. Non, j'ai abandonné ce que j'avais dans mon portefeuille. D'accord. J'ai eu très peur. Mais... Ouais. Il vous a... 600 €. 600 € il vous a pris? Ouais. Et sans qu'il y ait particulièrement... C'est rien, parce que j'avais des dollars qui me restaient dans la voyage que j'avais gardé. Et pareil, le même mode... C'est exactement le même mode opératoire. Sur Internet, c'est le même tout est identique. D'accord. Les policiers ont récupéré un élément capital, l'adresse IP de l'ordinateur de l'escroc. Cette adresse informatique pourrait permettre de localiser l'endroit d'où l'homme se connecte à Internet. Alors l'adresse IP, c'est 90.1.16. Je vais les appeler pour savoir si c'est au même service qu'on doit adresser ça. Voilà. Il change assez souvent? Non, là sur les 5 derniers jours, ces 5 derniers jours, c'est toujours la même. Moi je pense qu'il est dans le 16e arrondissement. Donc il peut très bien aller dans un café, un cybercafé dans le coin. Avec ces quelques informations, vont-ils parvenir à interpeller les racketteurs? Vous le verrez, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Oui, tu bouges pas. Qu'est-ce que tu foutais là? Tourne-toi. Retour avec Olivier. Aujourd'hui, avec son équipe, il patrouille dans le coin le plus sensible du 16e arrondissement, les abords du Parc des Princes un jour de match. Ce mastodonte de béton, c'est le stade du PSG. Et ce soir, le club de la capitale reçoit l'équipe hollandaise de Twente pour un match de Coupe d'Europe. Des milliers de supporters vont bientôt déferler dans le quartier. Tout peut arriver, la tension monte. Comment dire, c'est un endroit qui est difficile à tenir, parce qu'il y a la porte de Saint-Cloud, il y a pas mal de parcs et jardins, donc des lieux où les supporters se rassemblent avant les matchs pour consommer de l'alcool en grosse quantité. Donc c'est vrai qu'on a tout un dispositif aussi de lutte contre les personnes ivres à l'intérieur des stades. Donc on essaye de faire un maximum de prévention avant le match, d'identifier les groupes de supporters, ceux qui sont vraiment alcoolisés, pour être toujours disponible pour parer vraiment à un gros événement qui pourrait avoir lieu, des actes une émeute qui se produirait au Parc des Princes. Des émeutes, il y en a régulièrement. Et parfois, leur issue est dramatique. Il y a 2 ans, un match entre le PSG et Tel Aviv. À la fin de la rencontre, une soirée de violence. Des supporters parisiens saccagent tout sur leur passage. Ils prennent violemment à partie un supporter israélien qui se réfugie dans un fast-food. Pour le protéger, un policier en civil sort son arme et tire. Un supporter meurt, touché en plein cœur. Il est 16h, le coup d'envoi du match approche. Depuis l'aube, tout autour du Parc des Princes, la police fait place nette. Voitures enlevées, accès bloqué, une vraie galère pour les riverains. Et c'est comme ça tous les 15 jours en moyenne. C'est trop tard, demi-tour, ouais, demi-tour. Madame, demi-tour maintenant. Non, j'ai pas le temps. Allez-y, Marie, là. J'ai pas le temps. On vous tirer dessus à la mitraillette. Bah, si vous voulez, il commence à nous fatiguer un peu avec ce cinéma permanent, là. On ferme ses volets et on garde ses voitures ailleurs. Et il y en a souvent. Et ça fait beaucoup de bruit et c'est très très gênant. Depuis 40 ans, le même rituel. À chaque match, les riverains s'enferment à double tour et abandonnent leur quartier aux forces de l'ordre. Jusqu'à 2500 policiers déployés pour les matchs à risque. Un Parc des Princes sous haute surveillance. Pour contrer les hooligans, une unité spéciale a été créée il y a 5 ans. C'est unique en France. Dans les sous-sols du stade, voici son chef, Franck.
Son travail, repérer les supporters les plus violents. Pour cela, il dispose de 114 caméras dans tout le quartier. Ouais, mais il y avait des projectiles. Donc ça, c'est la saison dernière. Paris recevait Marseille. Scène de violence ordinaire à l'entrée du Parc des Princes. Il suffit d'un rien pour que la situation dérape. Oui, on est un peu comme dans des cadres de manifestations où les gens sont présents, ils commettent pas réellement des infractions, c'est des bousculades, des empoignades. Et alors que ça peut concerner une dizaine de personnes, tout d'un coup, on peut voir une cinquantaine, voire une centaine de supporters être impliqués dans des affrontements comme ça, que ça soit avec les stadiers, avec les forces de l'ordre ou même avec des supporters adverses. Pour certains hooligans, la bagarre de rue fait partie de la sortie au stade. Ça s'appelle les fights. Des rendez-vous fixés à l'avance entre supporters pour en découdre. Sans règles et sans limites. Le cauchemar de Franck et son équipe. Là, carrément, ils ont pris rendez-vous sur un stade. Chaque équipe s'encourage comme dans une équipe de rugby. Et puis, voilà, on se rentre dedans. Voilà, puis on tape. Ce que Franck cherche à éviter à tout prix, c'est ça. Un combat à mort entre supporters, tourné ici par une caméra amateur sur un stade polonais. Une vraie bataille rangée. Coups de pied, coups de tête, et rapidement de nombreux blessés. Selon le policier, si l'on ne fait rien, ça peut arriver à tout moment dans le 16e arrondissement. Donc c'est un petit peu... Non, faut pas réfléchir bien longtemps. Hein. C'est juste un défouloir. Et puis après, tout ça, c'est bien évidemment commenté sur Internet, sur les forums supporters. Où voilà, on vous amitié, c'est bon, c'est nous les plus forts. Ils se disent vainqueurs de l'affrontement. Ça va pas bien loin, quoi. À quelques heures du début du match, tension maximum. Les supporters hollandais ont une réputation de casseurs. Tout le monde redoute que la soirée ne dégénère. Et effectivement, le 16e va connaître des heures chaudes. À l'autre bout du quartier, Claude de la BAC. Ouais, je vais voir les mecs. Quelques jours après sa bagarre, les doigts ont cicatrisé. Cet après-midi, il est à l'affût. Ce ne sont pas des cambrioleurs qu'il traque, mais les voleurs à l'étalage, attirés par les boutiques de luxe des quartiers chics. Il y a quelques années, des bandes de Roumains écumaient le quartier. Aujourd'hui, un mystérieux gang de Mongols a pris la relève. Nous sommes aux abords de l'avenue de Passy, un samedi après-midi. Claude vient de repérer une voiture suspecte. Il engage la filature. Ouais, suivi, on est pas loin. Ils sont combien? Il y a 2 mecs et 3 ou 4 nanas, je sais pas trop. Oh, ok, d'accord. Ok, putain. Ouais, ils sont juste là. Ouais, parce que les Mongols, c'est terrible. C'est du vol en bande organisé, hein. Ils ont certainement des commanditaires. Ils les envoient au taf, là, au boulot, c'est-à-dire à voler dans les magasins. Et ensuite, voilà quoi. C'est revendu ailleurs, je sais pas où, à Montreuil peut-être, au Puce. La voiture suspecte vient de s'arrêter. Claude est aux aguets. 3 femmes au sol. La voiture est stationnée, Claude? Toutes les 3, queue de cheval, sac en bandoulière. Et donc ça se dirige vers Boulainvilliers. La voiture, je l'ai plus. Mais le mec, il va pas être loin. Hein. Il va pas se garer loin. Les 3 femmes viennent d'entrer dans un magasin de déco. Nous les filmons en caméra cachée. À première vue, elles ont l'air de clientes ordinaires. Ok, elles sont dans les rayons, Donc là, on croise les doigts, il faut attendre. En attendant, Claude va se poster dans un magasin de prêt-à-porter. Il en profite au passage pour alerter les vendeuses. Quand vous les voyez rentrer, attention au portable, les trucs qui traînent. Hein. Et quand ils rentrent dans les magasins, ils déploient leurs journaux, et puis voilà. Hein. Ça fait 2 ans que j'ai ma boutique, C'est une plaie, hein. C'est une plaie. Il n'y a pas d'autre mot. Les 3 femmes ressortent sans rien acheter. Aucune alarme n'est déclenchée. Pourtant, Claude a une intuition. Ça sort. Il y a un sac apparemment qui s'est rempli, Hein. Je suis pas encore certain, hein, mais je pense que c'est fait pour une.
Ouais, c'est reçu, Claude. Claude décide d'intervenir au moment où les trois femmes rejoignent leur voiture. Pas question de les laisser partir sans un contrôle. Une décision qui va se révéler payante. Oh là là. Bonjour. Positif, menottes. Sortez du véhicule, attention, il y a de la vaisselle, c'est fragile. Brassard. Les trois fausses clientes et leur chauffeur sont interpellés. Ils étaient à deux doigts de filer avec un beau butin. Oh, tu parles français? Parlez français? Non. Non? Chinois? Anglais? Russe? Anglais? Speak Chinese? English? Les jeunes femmes restent muettes. Le contenu de leur sac et du coffre de la voiture parle pour elles. Plusieurs milliers d'euros de vaisselle et de vêtements de marque, dérobés malgré leurs antivols. Tu vois, les sacs sont spécialement aménagés pour ne pas sonner. Tu vois, ils sont cousus. Alors là, on va déchirer si on peut. Une astuce qui est bien sûr totalement illégale. Ce qui fait que lorsqu'elle passe les bornes de sortie des magasins, ça sonne pas. Ça finit par payer. Hein. Faut être tenace. C'est bien les mecs. Une petite victoire pour Claude, dans la guerre que mène la BAC du 16e arrondissement contre les voleurs à l'étalage. On va pas parler. On verra ça plus loin, plus tard. 20h, retour au commissariat. Voilà, 1, 2, 3. Jugés en comparution immédiate, les trois femmes et le chauffeur ont été condamnés à 4 mois de prison avec sursis. Claude craint de les revoir bientôt. Pour moi, c'est du vol en bande organisée. Si je fais le total, cette année, on en est à 4, 7, 4, 11, 11, 4, une quinzaine, 15, 19 interpellations, le même type de personnes. Donc ils ne viennent pas comme ça de Mongolie, par avion ou à bateau, tout seul, quoi. Il y a des gens qui les mettent au travail. Voilà. Vol à l'étalage, vol de voiture, cambriolage. Les quartiers chics sont une cible de choix, mais ces habitants ne sont pas toujours des victimes. Fils d'aristocrates et de grands bourgeois se retrouvent parfois menottes aux poignets, notamment dans les affaires de stupéfiants et spécialement de cocaïne, une drogue des riches très prisée par la jeunesse dorée. La soirée coke du week-end, c'est une des cibles d'Olivier, le lieutenant de la brigade de quartier. Pour dénicher la poudre blanche, il a recours à la technique du saut dessus. Là, ce sont deux jeunes sur un scooter. Bonsoir. C'est un contrôle d'identité, monsieur. Est-ce que vous avez des produits stupéfiants ou des armes sur vous? C'est tout ce qu'on cherche. Non? Tiens, enlevez le casque, jeune homme. Malgré leur style bon chic, bon genre, Olivier décide de les fouiller. Il a eu du flair. Ah voilà, un petit peu de cocaïne. 1 gramme de cocaïne. À première vue, les deux jeunes sont de petits consommateurs. Votre copain, il en a ou pas? Dites-lui s'il en a qui le donne. D'accord, il n'y a que vous? Il n'y a que moi. Dans le scout, il y en a ou pas? Dans le scout, vous pouvez chercher, il n'y en a pas. D'accord, ok. Bon, de toute façon, on va vous ramener dans les calcifs et tout, il y en a, parce que là, on va devoir vous mettre un peu. Vous avez juste un jet sur vous? C'est vraiment très exceptionnel. Petite soirée festive, et puis voilà. J'ai beaucoup travaillé cette semaine dans la banque, et c'est complètement con. Je peux l'enlever? Bougez pas, bougez pas. L'homme est un jeune trader parisien. Il ne réalise pas vraiment son infraction. Ça se voit qu'il en a pris juste avant, il est un petit peu tendu, quoi. Vous voyez, il présente bien, etc. Il part en soirée, il est dans la finance, il prend un petit peu de coke parce que c'est le week-end. Et pour eux, c'est rien, ils ont l'impression que là, il allait repartir tranquillement. Mais Olivier a d'autres projets, remonter jusqu'au dealer. Direction le bar, où le jeune banquier dit avoir acheté la cocaïne. On y va les jeunes, c'est parti, on va pas attendre non plus. C'est à quelques rues d'ici. Et détendez-vous, il n'y a rien de grave, vous êtes un consommateur, c'est tout. Voilà. Pour calmer le jeune et obtenir des informations, Olivier tente un coup de bluff. Il lui demande d'indiquer la voiture du dealer. Si vous voulez la caisse, vous nous le dites, et après on s'arrange avec l'officier pour que vous soyez pas emmerdés, ok? Mais ce soir, ils feront chou blanc. Malgré tout, pas question pour le trader de rejoindre ses amis. Tout le monde va finir la soirée au poste. Au cours de son audition, le banquier va lâcher le numéro de téléphone de son dealer. Pour l'instant, il n'a pas été arrêté.
Pour Olivier, il y aurait des dizaines de petits trafiquants dans ce quartier huppé de la capitale. 20h55. Place Victor Hugo, il y a pas mal de consommation, de petits trafics, c'est surtout festif, donc c'est le vendredi, le samedi soir. Mais c'est pareil, c'est pas des deals à ciel ouvert, etc. C'est que par connaissance. Voilà, ça s'est fait dans un bar, mais le type peut aussi bien livrer à domicile. Et en fait, les gens s'échangent le numéro de téléphone du mec et qui fait les livraisons. Donc une fois qu'on a le numéro, on peut commencer à travailler de façon sympa et puis essayer de remonter un petit peu. Pour le jeune consommateur, la soirée festive se termine en garde à vue. Le lendemain matin, il sera relâché et ne devrait pas être poursuivi. À 5h du matin au commissariat, Hervé et Karim, les deux enquêteurs du groupe de recherche et d'investigation, se préparent à intervenir. Ils pensent avoir repéré l'homme mystérieux qui terrorise les homosexuels du quartier via les sites d'annonces gays. Et ils s'apprêtent à lui rendre une petite visite. Voilà, c'est dans le 16e. Ouais. Donc en fait, comme j'avais dit, il y avait de grandes chances que ce soit quelqu'un du quartier, enfin, du moins du 16e arrondissement, et puis voilà, qui était intéressé que par des gens qui ont des revenus intéressants. D'après la description des témoins, le suspect serait un jeune Camerounais avec une coupe afro. L'ordinateur avec lequel le suspect communique a été localisé dans un petit immeuble, à 2 pas du Trocadéro. Police, te bouge pas. Qu'est-ce que tu foutais là? Tourne-toi. T'es tout seul là dans l'appart? Non, j'ai des amis qui sont... Ils sont où tes amis là? Allez, viens dans la chambre là-bas. Allez, bouge-toi là. Tu crois qu'on a que ça à faire de venir te chercher le matin? Assis-toi. Je suis en train de dormir. Ouais, t'es en train de dormir. T'as eu le bordel comme depuis tout à l'heure? Le suspect semble partager l'appartement avec un ami. Et problème, il a les cheveux très courts. Prends tes chaussures et ton blouson, toi, et on prend l'ordinateur. Pas du tout le look afro décrit par les victimes. Après une fouille minutieuse, c'est Karim qui va trouver la clé du mystère. C'est quoi ça? C'est à qui ça? J'ai du monde qui... C'est à qui ça? Une cousine. À une cousine? Qu'est-ce que ça fait là? Elle a pas mal de ses vêtements. Visiblement, l'homme possède toute une collection de perruques. C'est à qui? C'est à ta copine? C'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? Mais voilà, c'est ce qu'on cherchait depuis le départ. Mais d'ailleurs, tiens, tu vas descendre un peu mieux que ça. Alors attends. On va mettre ça ici. C'est reparti pour le commissariat. A tout de suite. J'adore quand on plante des roues sur la cour. On va mettre un peu l'affiche dans le quartier. Malgré les perruques et les indices, aucune preuve qu'il s'agisse bien du mystérieux correspondant repéré grâce à son adresse internet. D'autant que l'homme et son ami nient tout en bloc face à Karim. Confortez-vous dans votre petit jeu. Non mais confortez-vous, c'est bien. Ah mais moi je ne dis rien, moi je ne dis rien, je pose des questions, vous me donnez les réponses. Moi je retranscris directement ce que vous me dites. Sur des questions où il y a des évidences, où il y a une logique, sur des questions où il y a des évidences et des logiques, vous répondez mais complètement à côté de la plaque alors qu'on a la preuve pour chaque. On a la preuve pour tout. Bonjour. Les policiers décident de convoquer les victimes pour une séance d'identification. On pense que c'est la bonne personne. Mets-toi avec ton copain ici là. Là, mettez ça. Au milieu. Voilà, sur le côté. Voilà, et enlève ton manteau aussi. Le suspect est au centre avec le numéro 4. La première victime peut se présenter derrière la glace sans teint. Allez-y, allez monsieur. C'est le numéro 4. Venez, il vous voit pas. Regardez devant. Mais c'est le numéro 4, c'est évident. D'accord. Venez monsieur. Aucun doute non plus pour la deuxième victime. Sans problème. Sans problème, c'est par les... Ouais. C'était à peu près cette coiffure-là? Ah oui, cette coiffure-là et le face. Eh bien ça marche. Eh bien c'est bien ça. C'est bon. Déféré au parquet après sa garde à vue, il a été mis en examen pour extorsion et vol par ruse. Et on avait reçu toutes les réponses hier, toi, sur les... L'homme a fait des aveux. C'est Hervé qui les a recueillis. Voilà, donc au cours de sa dernière audition, il nous déclare « Je reconnais avoir agressé et menacé les victimes pour leur demander de l'argent.
Effectivement, au début des rencontres, il n'était pas question d'argent. J'en parlais par la suite. Il cherchait dans ses hommes un peu de son père qu'il a perdu récemment, voilà, pour expliquer un peu son geste. Hein. Pour Hervé et Karim, fin de l'affaire. Le dossier est désormais entre les mains de la justice. Mais la journée est loin d'être terminée. Il y a de l'imprévu, juste sous leur fenêtre. Ah, il a pris le voiturier pour venir garer la voiture ici. Leur riche voisin, propriétaire d'un hôtel particulier, organise une fête ce soir. Et sans rien demander, il a réquisitionné les places réservées à la police pour installer son service voiturier. Bonjour monsieur, c'est pas à vous ça? Où est le monsieur qui s'occupe de ça? Je sais pas, j'attends justement. Parce que donc ça n'a rien à faire ici. Hein. Ils sont où? C'est les gens qui donnent une Ouais. Mais vous êtes qui vous? Ben moi je suis officier de police là et c'est. Mais ils ont prévenu, je crois, ils ont prévenu qui? Le commissaire. Hein? Bonjour madame, c'est le commissariat, vous avez prévenu quelqu'un là pour ça? Aucune autorisation. Au bout de quelques minutes, toute la rue est bouchée et personne ne semble se soucier de l'officier de police. C'est de la dépose, hein. Il les garde pas, hein. Normalement, ils les prennent et ils les enlèvent pas là. Ils sont interdits. Combien de temps ça va durer votre histoire là? Bah là, dans un quart d'heure, c'est fini, tout le monde sera arrivé. Ouais, mais il n'y a aucune autorisation. Voilà. Commissaire, vous n'avez pas été avisé d'une autorisation pour garer les voitures là? Absolument pas. Pour garer les voitures Mais là. c'est même pas garé, c'est interdit, c'est police. C'est interdit, Voilà. c'est des emplacements Donc il faut enlever le panneau puis enlever les voitures. Voilà. Voilà. Sinon vous allez être verbalisé. Hein. Voilà, donc c'est pas un service voiturier, c'est les emplacements police. Voilà. Pas de quoi émouvoir le riche voisin. Le balai de voiture va continuer un bon moment avant qu'une intervention policière y mette fin. « 18h, à quelques centaines de mètres du commissariat, la situation a dégénéré aux alentours du Parc des Princes. Olivier et son équipe sont appelés d'urgence. Grosse échauffourée entre 200 ou 300 Parisiens et puis les mecs les supporters hollandais. Et là, ils sont tous en train de se mettre dessus, les mobiles ont déjà gazé, donc c'est un peu tendu. En face du lycée La Fontaine, ok. Nous on arrive, on est à Ville Versailles, on arrive. Sur place, des centaines de supporters parisiens bien décidés à en découdre avec les Hollandais. Deux heures avant le match, les gendarmes ont de plus en plus de mal à contenir les supporters. Dans les sous-sols du stade, le grand patron de la police du 16e, le commissaire divisionnaire Jean-Luc Mercier, a convoqué une réunion de crise. Pour votre information, je viens d'être avisé qu'un des supporters néerlandais a été blessé donc, à la tête par une hache, un coup de hache. Donc ça peut éventuellement avoir des répercussions sur notre travail ce soir. On a quelques craintes quand même par rapport aux supporters néerlandais. Hein. Ils sont là depuis longtemps, ils ont bu pas mal. Donc soyez vraiment attentifs et vigilants concernant la sécurité dans les interventions. À l'extérieur, les affrontements continuent. Pas de Hollandais dans les parages, alors une poignée de supporters parisiens surexcités décide de s'en prendre aux forces de l'ordre. Insultes, jets de pierre et d'objets divers. Sous pression depuis des heures, les gendarmes mobiles décident de charger. Mais rien n'y fait, les supporters reviennent à la charge. Au milieu des hooligans, Olivier et ses hommes en civil tentent d'isoler les meneurs. Mais face au nombre, pas grand-chose à faire. Là, on peut pas intervenir, c'est même pas la peine. Et avec moi, tu peux rien faire. Je veux dire, les mecs te disent que tant qu'ils sont à 300 au milieu, ça sert à rien. Quoi. En fait, on attend de voir des petits groupes isolés qui commencent à péter, là on ira intervenir, mais là, c'est pas la peine. Non. Les échauffourées commencent à prendre de l'ampleur. Fais gaffe, on passe au milieu. On fait super gaffe. Ils sont tous là au milieu. Attends, on va se faire canarder la gueule. Ça va regarder. Hein. Les CRS, ils ont dit de toute façon, on va employer des balles. Mais ils vont tirer où? Ils vont tirer dans le bar? Je sais pas où ils vont tirer. Pour Olivier et ses hommes, la situation devient dangereuse. Ça gaz, hop, reste là. Ça revient tout, on se met derrière la compagnie, on se rassemble. Des dizaines de grenades lacrymogènes tirées sur les groupes de supporters. En quelques minutes, le quartier prend des allures de champ de bataille. Pris dans les gaz lacrymogènes, Olivier et ses hommes battent en retraite et trouvent refuge derrière les CRS. C'est merde. Pendant ce temps-là, au centre de commandement de la police. Grâce aux caméras, Franck,
le chef de la cellule anti-hooligans, est au cœur de l'action. Il tente d'identifier les casseurs. Et sous ses yeux, le scénario catastrophe. Regarde la fumée, t'as vu la fumée qui vient d'arriver là? Oui, ça monte. Ah, ça passe, il y a un peu qui vient d'escalader et qui vient de passer de l'autre côté. Là. Les hooligans ont réussi à contourner le dispositif policier. Ils prennent d'assaut le stade de rugby Jean Bouin, situé juste à côté du Parc des Princes. Par dizaines, ils en escaladent les grilles. Toujours pas de supporters hollandais en vue. C'est le stade de rugby qui fait les frais de la colère des hooligans. Et soudain, comme par miracle, tout s'arrête. Il est 20h45, début du match. Tout le monde rejoint sa place dans les tribunes. L'arbitre vient de siffler la fin des émeutes. Encore une soirée qu'Olivier n'est pas prêt d'oublier. Et là, un rassemblement hostile comme ça de 300 à 400 personnes qui cassent tout en 5 minutes, ça fait 3 ans et demi, j'avais jamais vu ça. À part pour le match PSG contre Tel Aviv, où là, ça avait bien dégénéré. Bilan de la soirée, 7 interpellations. Et heureusement, pas un seul blessé. Le lendemain matin, c'est l'heure d'évaluer les dégâts. Rendez-vous au stade Jean Bouin. Franck, de la cellule anti-hooligan, fait le tour du propriétaire avec le directeur du stade, encore sous le choc. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fracturé là, ils sont rentrés là, ils ont ouvert le portail, et donc, mais telle une meute. Alors il y avait 3 meneurs qui ont dit à mon personnel qui était là d'ailleurs, ne nous refermez pas le portail pour ensuite nous tenir prisonniers pour que les flics nous cueillent. Si vous faites ça, on casse tout dans le stade. Ils ont arraché la nouvelle là pour ensuite s'en servir pour taper sur les autres. Donc là voilà, ça a été complètement arraché. Ils cherchaient vraiment des armes. Ça c'est costaud pourtant, hein. Faut y aller. Regardez. Ah oui, d'accord. Regardez. Là, complètement arraché. D'accord. Ça, vous avez pris des clichés de ça? Oui. Au total, 50 000 € de dégâts. Ils ont pris ça. Je les ai expliqués. Ah oui, d'accord. Ça. Tout était nickel. Cette main courante, elle a 2 ans. Ça, l'ensemble, ça nous a coûté 25 000 € la main courante. Voyons ça. Donc là, c'est le parcours classique pour se rendre en tribune F, Najassar-Écoli. Et c'est toujours ici, finalement, le carrefour utilisé par les Parisiens pour en découdre et arriver au contact des supporters. Ils ont cherché à prendre les forces de police à revers par ici. Ouais. Ils ont arraché tous les piquets qui tenaient parce qu'ils avaient des armes facilement à portée de la main. Donc ils les avaient balancés un peu par là et un peu de l'autre côté Claude Farrer. D'accord. Le directeur du stade travaille ici depuis 10 ans. La soirée d'hier n'est pas la pire qu'il ait vécue. C'est PSG-OM. Moi, PSG-OM, j'ai vu des voitures renversées en feu devant le club. Donc, il faut le savoir, on est en état de guerre civile des fois lors de certains matchs de foot. Et les supporters néerlandais sont sympathiques. Ceux-là, oui. Ceux-là, ils sont sympathiques. Ceux-là, ils étaient sympathiques. C'était pas les pires. Des supporters violents, des voleurs venus du monde entier, un réseau d'arnaqueurs homosexuels, de la cocaïne. Pas si paisible que ça, les beaux quartiers de Paris. L'an dernier, dans le 16e arrondissement, près de 16 000 interventions policières sont venues troubler le charme discret de la bourgeoisie.